Salut à tous, bienvenue pour les petits, les petits d'ailleurs, ils sont super grands, les talks qu'on organise avec le School Lab, avec nos super entrepreneurs. On essaie de faire intervenir à la fois des entrepreneurs à succès, mais aussi des entrepreneurs qui sont actuellement dans le vif du sujet et qui sont en train de tout cartonner et qui sont hyper inspirants. Aujourd'hui, on est avec Ben de Kergame. Comment ça va? Ça va bien. Merci, merci de l'invitation. Hyper content de partager, surtout qu'on s'est rencontrés il y a un petit moment déjà, tout début de l'aventure. C'est cool de rester en contact et de partager la suite avec toi, et avec l'écosystème autour du School Lab, etc. Cool. Yes, bah ouais, carrément. Moi, ça me fait hyper plaisir. Ça me rappelle de super souvenirs avec toi il y a 3 ans, 4 ans maintenant, je pense. Mais du coup, comme quoi, School Lab, c'est une communauté qui garde quelques liens, puis on se fait des potes, des amis qu'on garde à vie. Juste en petite précision pour les invités extérieurs qui ne connaissent pas le School Lab, on est un labo d'innovation et notamment une de nos activités, c'est d'accompagner des entrepreneurs sous différents programmes, généralement qui sont des entrepreneurs qui sont au début de leur projet, et d'où l'intérêt en fait de faire des retours d'expérience pour des entrepreneurs qui sont au tout début du sujet. Est-ce que Ben, tu peux un petit peu raconter pour commencer et mettre un peu les pieds dans le plat ta première aventure entrepreneuriale, je pense. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu d'autres expériences entrepreneuriales avant le Schmilblick quand on se connaissait. Non, vraiment entrepreneurial, non, pas mal de projets, mais vraiment ma première boîte, ça a été le public, même s'il y a une première version avant celle que tu as connue au School Lab. Donc, on avait commencé en fait dès 2015 à réfléchir un petit peu, en fait, en militant aussi à négocier la licence autour du Schmilblick, parce que c'est en effet protégé, enfin, c'est un nom qui est protégé, qui date d'une émission télé, qui a ensuite été repris par un sketch, etc. Et donc, en effet, pour les auditeurs, le début de l'aventure entrepreneuriale, ça a été de relancer le Schmilblick sous forme de jeu mobile solidaire. C'est à ce moment-là qu'on s'est rencontré du coup avec Bart. On venait de finir le crowdfunding qui a un peu permis aussi nous d'avoir le temps et de créer la communauté autour du premier jeu. On était au School Lab du coup pendant 6 mois. C'était le programme Starter, donc c'était, je ne sais pas de bêtises, c'était Promo 4. 2017, c'est ça, c'était à partir de février ou 2017. Ouais. 6 mois, voilà. Le jeu d'ailleurs on l'a sorti à l'automne, donc vraiment à la fin du programme. Et donc, on a commencé comme ça. C'était la première grosse brique. Avant de le faire en fait en sous-version jeu mobile, c'est ça que tu n'as pas forcément pas connu, Bart. On avait fait les premières expérimentations sur un modèle de jeu d'argent solidaire en ligne, avec Ok. toujours le vignette, mais un jeu d'argent milieu hyper réglementé, hyper compliqué. Même si on avait des bonnes intuitions, du coup on s'est dit en fait on va aller vraiment faire le jeu solidaire plus simplement gratuit pour tous. Et donc, on a commencé comme ça. Et du coup, donc ça, c'était il y a plus de 3 ans maintenant. Et après ce premier jeu, qui nous a appris énormément sur comment, en fait, justement, tu développes un jeu déjà, comment surtout tu fais la communication autour, comment tu le fais télécharger, comment tu fais les campagnes Facebook pour l'acquisition, etc. Enfin, je pourrais revenir dans tous les détails que tu veux ou si ça t'intéresse dans les questions-réponses. Mais c'est après ça on a shifté. Et en fait, on a réfléchi après le schmilblick à dire, OK, il faut qu'on aille plus loin. On sent qu'il y a un truc à faire sur le jeu solidaire. On n'aura pas la réponse vu nos ressources, vu qui on est, vu aussi le marché, en fait, on s'est dit assez vite que la réponse n'allait pas passer par le contenu, que de faire un jeu de plus, ou que de faire d'innover juste par là. On n'était pas les bien placés pour le faire et qu'on donnait les forces sur le marché. Et donc, c'est là qu'on a réfléchi à une solution techno pour aider les éditeurs de jeux mobiles et se dire en fait on va réussir à nous avoir un modèle beaucoup plus donc, B2B déjà et qu'elle aider les éditeurs sur un marché qui est quand on ne connaît pas l'expérience on ne se rend pas compte mais je pourrais donner quelques chiffres évidemment sur ça mais voilà le jeu mobile dans le monde ça génère plus d'argent que l'industrie du cinéma par exemple alors qu'elle est beaucoup moins visible. Ouais, il y a pas de enfin commence à avoir des pubs quand même de jeux mobiles à la télé un petit peu parfois sur Clash of Clans qui se lâche pendant le Super Bowl mais Ouais. c'est vrai qu'il n'y a pas des affiches, il n'y a pas des acteurs, il n'y a pas des photos dans les magazines, etc. Mais c'est un marché monstrueux qui d'ailleurs cumule plus de revenus que toutes les plateformes de jeux confondues autres que le mobile. Euh, Ouais. bref, le marché il explose et il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus d'usages. Et nous, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Donc, on a creusé vraiment différents business models. Au début, un, une espèce de, alors je vais parler un peu technique, mais
un espèce d'SDK pour aider à faire des in-app purchases solidaires dans deux jeux. Par exemple, on s'est dit on va aider les éditeurs à avoir des achats solidaires dans leurs jeux. Est-ce que tu peux préciser d'ailleurs ce que c'est l'achat solidaire? Tu l'avais déjà pensé un peu avec le Schmilblick, je pense que c'est là que c'est venu. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu cette brique solidaire qui est vachement intéressante, je trouve? Ouais, bah, cette idée, elle vient clairement pas de moi et justement, j'étais inspiré par pas mal de choses et moi, un peu la mission qu'on s'est donnée et qui nous inspire de ouf, c'est de l'intégrer dans le jeu mobile. Mais l'idée du don, enfin du don intégré ou de l'achat solidaire, en fait, ça dépend dans quel sens on la regarde, mais c'est de se dire on peut en fait inclure la solidarité aux associations dans nos usages de consommation quasi quotidienne, quoi. Un des trucs qui m'avait le plus inspiré et donc ça sans surcoût pour l'utilisateur, quoi. C'est-à-dire, en Ouais. fait, il y a déjà assez de marge, il y a des endroits où on peut le faire, ça rend fier d'utiliser des services, ça donne du sens, ça rajoute du sens supplémentaire à des services du quotidien. Et surtout, comme c'est sans coût supplémentaire pour l'utilisateur final, dans un monde où on a tous envie d'aider, de participer, d'aider pour, je sais pas, pour des sujets d'environnement, d'éducation, etc. Mais on n'a pas forcément les moyens de faire un don mensuel à une asso, on n'a pas forcément le temps d'être bénévole. C'est génial en fait de se dire qu'on va faire des petites rivières comme ça sur plein d'endroits de notre quotidien qui vont créer une société en fait plus liante, quoi. Alors ça remplacera jamais le bénévolat, ça remplacera jamais tout l'effort qu'il y a à faire aussi personnel sur plein de choses, mais en fait on peut créer des services plus sains, quoi, en gros. Et donc un des trucs qui m'avait le plus inspiré là-dessus, c'était Lilo. Il y a Ecosia aussi qui a vachement cartonné depuis, mais moteur de recherche solidaire où en fait toi tu fais des recherches sur internet, tu en fais genre 50 par jour. En fait, la publicité qui finance le moteur de recherche, il y a une petite partie de ça qui peut aller à des associations. Et en fait, tu peux, sur des usages massifs, en fait, générer des milliers, voire des millions d'euros de dons pour des associations. Et donc Et vraiment, ça invisible par l'utilisateur, quoi. effectivement, de manière pas forcément invisible, parce que c'est important de communiquer, mais en tout cas, complètement ouais, Friction. sans créer de frustration supplémentaire, de paiement supplémentaire, évidemment. Et donc nous, dans le jeu mobile, en fait, on voit ça dans le Schmilblick, justement, c'était toute la logique, c'était de se dire que c'était un jeu mobile dans lequel on pouvait acheter des bonus, etc. Et là, il y avait un reversement solidaire intégré au jeu. Donc, et finalement, même ce reversement, il était aussi appliqué aux revenus publicitaires du jeu. Donc, même sans dépenser, juste en jouant au jeu, à travers les bannières de pub qu'il va y avoir dans le jeu, qui est gratuit par ailleurs, ou en achetant éventuellement des bonus dans le jeu, il y avait, c'était 10% de rêve share qu'on avait à ce moment-là pour des associations d'intérêt Ok. général. Le Schmilblick, il a eu 100 000 téléchargements, un tout petit peu moins, je dis 100 000 pour arrondir, mais Ça va peut-être arriver, ça va arriver. 14, je crois, mais ça donne un ordre de grandeur. Et on avait généré 2000 euros pour des associations. Alors, c'est pas énorme, c'était clairement pour nous une déception parce qu'on n'avait pas réussi à créer, en fait, en termes de rétention, en termes d'usage, en fait, on n'avait pas assez de ressources de game design. On a lancé ça parce qu'on sentait qu'il y avait un truc à faire là-dessus et qu'on a été porté aussi par le crowdfunding où les gens nous ont dit putain, cette idée, il faut qu'elle voie le jour. Mais honnêtement, le jeu mobile, on ne se rend pas forcément compte de la technicité de l'expérience, de l'UX, de énormément de choses. Et là, on était deux. Ça n'a pas suffi, mais ça a suffi à être une première super étape pour ce qu'on fait maintenant. Du coup, Care Game. Voilà, pour le dire rapidement, même si du coup, je commençais à expliquer le pivot qu'elle allait vers une techno pour aider les éditeurs. Nous, en fait, aussi, en se basant sur l'expérience qu'on avait eue au Schmilblick et en comprenant bien les besoins des éditeurs en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'un gros frein aussi en tant que, en tant que joueur mobile, un gros frein à l'acquisition pour les éditeurs, c'était quand même en fait, le téléchargement. On s'est dit c'est quelque chose qui peut être dépassé bientôt. On n'a plus besoin forcément de télécharger un jeu pour y avoir accès. C'est ce qu'on a en tout cas. C'est à ça qu'on œuvre avec Cargame. On développe une technologie de cloud mobile gaming, pour le dire en bon français. Bon, dans les dossiers crédit impôt recherche, on dit accès nuagique aux jeux mobiles, mais cloud mobile gaming. Et en gros, c'est-à-dire qu'on va pouvoir accéder à un jeu sans aucun téléchargement en un clic sur un lien web donc, qui s'ouvre dans Safari, dans Chrome. Donc c'est la technologie sur laquelle on bosse du coup depuis bientôt 2 ans. Et ça a été notamment le gros Kickstarter de ça aussi. Et après le Schmilblick, ça a été aussi la rencontre de celui qui n'était pas avec nous sur Schmilblick, mais qui est maintenant cofondateur, CTO, Cargame, qui est un super CTO avec un bagage énorme en technologie mobile. Il a bossé, donc il a en gros 45 ans et il a bossé longtemps chez SFR sur le déploiement de la 4G, chez Coyote, Philippe.
Et c'est avec lui, du coup, depuis 2 ans que notamment les devs, c'est quand même le gros de l'équipe. Hein. On est 10 aujourd'hui et il y en a 6 qui sont 100% sur la tech, plus donc le CTO, ça fait 7. Ouais. Voilà. Et donc là, on est en bêta fermée, mais on va bientôt l'ouvrir là cet été un peu plus. Si vous voulez vous inscrire sur caregame.com, c'est le moment. Et on va sortir live un premier produit pour certains jeux, pour une cible précise de jeu à l'automne, quoi. Ok. Alors, du coup, si je reformule un peu le parcours, ça fait en gros, tu vois sur le web un modèle qui est en train d'émerger, celui le modèle un peu care où effectivement l'utilisateur il peut refaire des dons. Toi, tu te dis, Mhm. bah, tiens, je vais faire un jeu et dans lequel les gens ils pourront payer pour acheter des coins et avancer ou même regarder des pubs et tout cet argent-là, en fait, je vais en redistribuer. Tu vois, et tu fais ton jeu, tu as 100 000 téléchargements, mais tu gagnes pas grand-chose. Et Ouais, du coup, tu découvres une nouvelle techno qui te permet de, en fait, enfin, tu penses qu'il y a un énorme potentiel, en tout cas, à créer une techno qui serait beaucoup plus fort et qui pourrait adresser tous les éditeurs de jeux, quoi. C'est un peu ouais, dans exactement. les grandes étapes, quoi. On s'est dit, alors la techno, en gros, typiquement le pitch que je faisais à Philippe, notre fondateur, quand il nous a rejoint, du coup, c'était pas encore du cloud mobile gaming, c'est vraiment, on l'a construit ensemble. C'est aussi son expertise techno qui nous l'a apporté. Le pitch que je lui faisais, c'est quelque chose qui a été lancé d'ailleurs entre temps, alors sans la couche solidaire, mais quand même avec ce côté alternative au téléchargement sur le store. En fait, Ok. c'était un store Android alternatif où il n'y avait pas 30% de cut qui allait à la Ok. donc ça, en fait, pour tout le monde, en fait, c'est pas forcément su. C'est ça qui est important, qui est dingue, c'est qu'en effet, sur chaque achat intégré dans une app mobile, il y a 30% de cut qui va à Ouais. Apple sur iOS ou Google sur le Play Store. Ça, du coup, ceux qui ont lancé ça s'appellent Epic. Ils ont lancé un store. Donc, c'est ceux qui sont derrière Fortnite. C'est pour ça qu'ils ont pu le faire d'ailleurs, parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir driver assez de volume grâce à tous les utilisateurs Fortnite. Leur jeu Ouais. mobile, la version mobile de Fortnite, ils l'ont sorti d'abord sur iOS. Donc là, ils n'ont pas le choix. En fait, tu n'as pas le choix. Tu peux faire autrement sur aujourd'hui pour faire télécharger un jeu est-ce que le passer par l'App Store. En revanche, sur Android, tu peux distribuer ton APK, le fichier du jeu, tu peux le mettre sur un site web et les gens peuvent le télécharger, mais c'est hyper galère, c'est pas référencé dans le store, etc. Donc nous, on s'est dit, bah, pourquoi pas, on pourrait faire ça, on pourrait faire un store où tu pas qui va à l'intermédiaire, qui serait nous en l'occurrence, ce serait beaucoup moins, et il y a une partie intégrée qui va à des assos. Donc, Ok. et tu peux même rémunérer mieux l'éditeur, justement. Parce Hmm. que donc, Epic Store avec du coup le store mobile, enfin, ils veulent aussi concurrencer Steam aussi, mais sur mobile, ça va faire pareil, c'est du coup, au lieu de 30%, il n'y a que 18%, pas de bêtises, ouais, qui va chez Epic. Mais Ouais. bon, ça, nous, assez vite, ce pitch-là, nous, il n'a pas tenu très longtemps. On testait plein de trucs et c'est le truc notamment que j'ai présenté à Philippe quand je l'ai rencontré. Bah, voilà, nous, on veut réinventer. On s'est rencontré sur une phrase, c'était Care Game want to reinvent mobile game distribution. C'était vraiment juste ça. Enfin, juste Ok. avec le bagage derrière de ce qu'on avait compris, ce qu'on avait appris, etc. Et ouais, Ouais. on s'est dit, OK, c'est quoi les différentes manières de rendre un jeu accessible sur un téléphone? Et là, en creusant toutes les pistes avec tous les enjeux qu'ils ont, à la fois en termes de techno, évidemment, mais en termes de frein utilisateur, de go-to-market strategy, de comment un éditeur il file son jeu, etc. On a foncé en fait sur le cloud gaming. Alors la question aussi c'est le time to market, parce que le cloud gaming ça fait un peu longtemps qu'on en parle, mais en même temps ça n'a pas encore fait ses énormes preuves. Ça fonce en ce moment, il y a quand même pas mal de gros acteurs sur le cloud gaming pour PC, pour jeux PC ou pour jeux sur console. Pas sur jeux Ouais. mobile, c'est vraiment notre credo. Là où on est hyper pionnier, même si on est encore un minuscule et même si on a un potentiel qui est monstrueux, il faut qu'on soit bon sur le déploiement de cette techno, sur les partenariats éditeurs et évidemment sur l'expérience de jeu. Ça, c'est bon. On a des bons retours pour l'instant sur la bêta fermée. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va l'ouvrir. Et donc, c'est là où on réintègre le care, en fait, dont on parlait, dont on est venu au début, dans le business model global. Mais on se dit, pour vraiment avoir un impact en care, il faut vraiment, en fait, finalement, trouver une vraie pain business hyper importante pour les éditeurs pour, en fait, te brancher sur les plus gros tuyaux possibles, quoi. Ok. Ok. Ça a Et été du coup, c'est comme ça que vous avez eu l'idée de vous dire, aujourd'hui, un jeu mobile, par exemple, il peut pas faire de la pub sur Facebook, ou en tout cas, il peut en faire, mais c'est hyper painful parce que tu fais ta pub sur Facebook et ensuite tu es redirigé vers un store. Et ensuite, du store, bah, tu perds complètement le tracking de ta conversion. Et il faut que la personne, elle arrive sur le store, elle télécharge, elle crée son compte et ensuite, elle peut tester. En fait, tu es parti de ça, de plus gros pain, du coup, en disant, je vais intégrer le CAR dedans.
Ouais, globalement, il y a de ça. Bon, le tracking, maintenant, ça se fait bien, même s'il y a le téléchargement, il y a tellement d'outils qu'il n'y a pas de problème. Mais en effet, en termes de flow, si on veut comparer l'existant et ce que nous, on crée, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une pub pour un jeu, qu'elle soit dans Facebook, dans Instagram, ou tu cliques dessus, tu arrives sur le store, et là, bah, en fait, si tu veux essayer le jeu, il faut que tu le télécharges, donc il faut que tu attendes 2 minutes, voire, et ça, c'est pour les jeux très légers, mais en fait, nous, on cible vachement les jeux qui sont plus lourds, les jeux de stratégie, les RPG, donc, je sais pas, là, c'est parmi les participants qui a 6 gigas de libre sur son téléphone. Euh, et c'est là où il y a une énorme pain, c'est que en fait, télécharger un jeu, c'est un vrai. Enfin, nous, ce qu'on veut faire, c'est que quand tu cliques sur la pub, le jeu se lance, quoi. Et Ouais. tu as juste 5 à 10 secondes de temps de chargement, nous, avec notre infra, et on teste qu'il y a une bonne connexion. Mais sinon, cette idée, elle vient aussi de. Enfin, nous, ce qui nous fait croire de dingue aussi dans le cloud gaming, c'est en fait, et en particulier encore plus sur mobile, c'est aussi les usages en fait de long terme sur d'autres industries de l'entertainment où en fait tu passes d'une propriété du fichier que tu as téléchargé en local et auquel tu as accès à en fait un droit d'accès à un fichier qui tourne de manière ça sur les vidéos, enfin évidemment sur les vidéos et la musique, c'est ça aussi qui a vachement en fait révolutionné un peu la façon dont la musique était distribuée et les films aussi. Et ça a aussi, enfin, je pense que ça a des conséquences profondes aussi sur la façon dont un consommateur, enfin un utilisateur en fait, euh, envisage en fait le fait d'accéder à des fichiers et que ce passage de la propriété au droit d'accès est aussi en fait couplé à l'amélioration de la connectivité partout, au fait de se dire on peut avoir des bécanes légères mais qui font tourner énormément de choses parce qu'on stocke tout sur Dropbox dans le cloud, notre boîte mail, enfin, ou sur son téléphone. Par exemple, j'aurais bien aimé avoir mis tous mes contacts sur iCloud parce que là, je les ai perdus suite à un bug de mon téléphone. Tu vois, le cloud, c'est quand même aussi une façon de gagner de la sécurité. Et Ouais. après, c'est aussi une manière de lutter contre l'obsolescence programmée en fait des devices. C'est là où c'est peut-être une raison supplémentaire pour que des mecs comme Apple peuvent peut-être nous voir. Ils vendent aussi avant tout des téléphones que les gens en fait courent à acheter, ou alors ils te poussent à te l'acheter parce qu'ils te forcent des mises à jour, parce que tu peux plus avoir, enfin t'es un peu pris dans leur flow, et après ton téléphone devient à moitié obsolète au bout de 1 an et demi, 2 ans, alors qu'en fait tu pourrais très bien t'en servir 4-5 ans si techniquement il y a pas de vrai obstacle à ça. C'est simplement que en fait, t'es poussé dans le toujours plus aujourd'hui. Ça, j'étais frappé de ça à la radio avant-hier, j'ai entendu une pub pour un téléphone. Le seul truc dont il parlait, c'était l'appareil photo, quoi. Vraiment, l'accroche, c'était vous voulez faire des retrouvailles en famille réussies après le déconfinement, euh, ayez des magnifiques photos, achetez un iPhone. Enfin, voilà, aujourd'hui, c'est le seul truc incrémental dans les nouveaux téléphones, c'est un meilleur appareil photo, et maintenant, tu as 3 poils derrière l'iPhone, 3 casseroles là. Enfin, ouais, c'est Ouais. énorme. C'est sans doute top, hein, sur plein de trucs, mais c'est juste pour la caméra, quoi. Donc, nous, on se dit, en fait, un vieux téléphone, que ce soit un iPhone 4 ou un vieil Android qui a 3 ans, il peut faire tourner la dernière version de Fortnite s'il est connecté sur Wi-Fi, quoi. Il n'y a pas de souci. Ok. Et n'importe quel jeu. Et Et ça, du coup, vous ciblez pas des pays, tu vois, est-ce que c'est intéressant du coup pour vos clients d'aller utiliser votre produit sur des pays dans lesquels les téléphones sont moins performants? ouais, c'est une bonne Ouais. question. On a des tests qui vont venir notamment en Inde. On a un partenariat qui peut signer cool, mais encore rien de fait. C'est des marchés qui sont émergents, qui grandissent, enfin sur le jeu mobile, où il y a de plus en plus d'utilisateurs parce qu'il y a un taux d'équipement qui explose, et un bon réservoir d'utilisateurs encore. Par exemple, Brésil, Inde, et puis Afrique aussi, ça va commencer à venir. Mais après, il y a un sujet de Pour explorer. connectivité. Il faut quand même avoir une bonne. Nous, vraiment, on recommande le Wi-Fi pour être sûr d'avoir une expérience 100% parfaite. On vise vraiment en fait le jeu mobile, mais pas en mobilité, quoi. C'est un Ouais. petit Le jeu mobile, ouais, chez toi dans ton canapé, quoi. 60% du temps passé sur des jeux mobiles, et notamment le temps où tu as les plus longues sessions de jeu, les gens qui dépensent, qui sont vraiment dans une expérience de jeu et pas, on va dire, juste du snacking, un petit jeu rapide pendant le métro, par exemple. Bah, 60% du temps, il est fait en Wi-Fi au domicile, quoi. C'est le Ok. premier endroit où les gens jouent le plus, c'est chez eux. Après, tu as différents petits use cases entre devant la télé, dans le lit, aux chiottes, évidemment. Et le deuxième endroit, après le domicile, d'ailleurs, c'est le lieu de travail. Ça s'intéresse. C'est que le troisième qui est des transports publics. Ok. Du coup, la connectivité, c'est forcément un peu ça peut être un frein aujourd'hui, même si tu vois, en Inde, la 4G commence à être vraiment bien, à avoir une bonne couverture assez puissante. Et nous, même si on recommande le Wi-Fi,
en 4G, ça passe. On a fait des démos en 4G qui passent bien. On a même fait une fois en 3G. Bon, il ne faut pas que le jeu soit trop exigeant. Mais, mais globalement, en effet, il faut avoir une bonne 4G. Et nous aussi, c'est un truc qu'on a analysé quand on s'est dit est-ce qu'il faut qu'on aille vraiment sur le cloud mobile gaming. C'est aussi que on sait que malgré, enfin, quoi qu'il en soit, il va y aussi avoir une progressivité de la connectivité. Je dis quoi qu'il en soit parce que je sais qu'il y en a qui se plaignent de l'arrivée de la 5G, qui disent on n'en a pas besoin, etc. En effet, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup besoin sur beaucoup d'usages, je pense, de la 5G. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi, quand j'utilise mon Internet mobile, que j'utilise Messenger, mon Waze, tu vois, quand je suis en GPS ou quoi, genre, j'en ai Ton pas YouTube, hein. Ouais. vraiment, ça marche bien, tu vois. Mais en effet, pour le cloud mobile gaming, pour le coup, ce serait utile. Après, c'est que ça, enfin, je veux dire, ils sont en train de développer les infrastructures 5G. On a fait des tests d'ailleurs, déjà chez Nokia. C'est, pour le coup, c'est une vraie opportunité pour ce genre de service. Après, en fait, la 5G elle sera surtout utile pour des micros, de la connectivité Internet of Things, etc., d'objets Ouais, connectés. ouais. Ok. Bah écoute, ouais, hyper intéressant. En tout cas, bon, on balaye plein de sujets là. Ouais, Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'un truc, c'est ouais, l'ambition. Tu vois, en plus, bah, ça part loin. On voit que tu connais à merveille ton sujet, que tu parles des grands constructeurs et tout. On voit que t'es en pleine, t'es sur ta rampe de lancement, tu as décollé et que tu es en train de survoler ton écosystème. Mais tu vois, et peut-être on a un petit peu survolé ce moment-là, mais quand même, tu vois, tu as commencé, je me souviens, effectivement, bah, dans la cave du School Lab, parce que nous, à l'époque, des fois, il n'y avait pas la lumière, pas de clim, c'était un peu l'enfer. On était à côté des toilettes et tout, je me souviens encore. Et, euh, et tu vois, et tu étais là avec un petit dev que tu avais trouvé à Epitech et vous faisiez un jeu. Le jeu, il était stylé, tu vois, il était vraiment stylé, mais c'était pas non plus un Fortnite ou c'était pas un truc dingue. Et là, aujourd'hui, tu es en train de faire une révolution dans le jeu, tu vois, dans le jeu mobile. Tu l'as dit, c'est plus important que le cinéma, c'est un truc monstrueux. Enfin, ça a dépassé peut-être même les consoles et tout. Enfin, bref, c'est un truc monstrueux. Tu parles effectivement, on a parlé un petit peu des GAFA, même s'il ne faut pas trop en parler, mais qu'est-ce qui se fait en fait dans la transition, tu vois? Est-ce que moi mes questions c'est est-ce que tu as fait un jeu avec le recul, tu te disais bon bah voilà, c'était un petit jeu où moi j'avais espoir de pouvoir en vivre et puis en fait je me suis rendu compte que il fallait faire un truc beaucoup plus grand où j'ai découvert quelque chose qui était beaucoup plus grand et je m'en suis capable de le faire. C'est un peu comment est-ce que ton ambition elle a grandi? C'est ma première question. ouais, ouais, De partir d'un petit projet, excuse-moi, qui aurait pu être un side project, tu vois, c'était ouais. un petit jeu mobile. Et comment est-ce que tu es parti de ça? Et ensuite, comment est-ce que tu as réussi à capitaliser sur cette expérience pour, bah, voilà, aujourd'hui aller chercher des fonds et aujourd'hui tu diriges 10 personnes, c'est que des techos, tu n'es pas un tech. Bon, maintenant, j'imagine que tu connais plein de choses. Euh, du coup, ouais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton mindset par rapport à ça et notamment comment ça se fait que ton, ton ambition elle est grandie et peut-être qu'est-ce que les entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui ils peuvent en tirer? Ouais. Bah, écoute, moi, je pense que mon ambition, du coup, elle est vraiment nourrie par, en fait, euh, la, la passion à la fois d'une vision, d'une volonté de faire du jeu solidaire, en fait, d'intégrer la solidarité dans le jeu. Je trouve, en fait, ça, c'est un truc qui est hyper profondément ancré en moi parce que je suis enfin, je me sens hyper concerné et j'ai une volonté d'agir hyper forte sur des enjeux aussi environnementaux et sociaux. Et en même temps, je suis hyper convaincu que la tech peut être un super. Enfin, c'est que la réponse ne passera pas que par la tech, c'est évident, mais que la tech peut être utilisée à bon escient pour le faire. Et, et du coup, cette passion enfin, cette vision aussi, en fait, finalement, on va se dire, il y a un moyen, on va tourner autour, on a tourné sur plein de business models différents, sur plein de produits. Au début, en effet, ça a pris la forme d'un petit jeu mobile où on avait zéro, enfin, voilà, si c'était pas un jeu avec des animations 3D, c'est probablement parce qu'on avait zéro designer, qu'on était deux, et que c'est le premier jeu qu'on faisait, quoi. Et après, en fait, la passion presque enfin, pour un problème, en fait, qu'elle se dire, OK, aujourd'hui, dans limite l'économie de l'attention, on balance plein de choses, on balance plein de jeux. Moi, je me souviens que mon credo à l'époque, c'était de dire combien d'argent se faisait Candy Crush tous les jours. Et à chaque fois, tu avais les gens qui avaient la mâchoire qui tombait là en mode genre, quoi, comment c'est possible que Candy Crush fasse 500 000 dollars par jour? Et se dire, en fait, mais moi, j'ai joué beaucoup à Candy Crush, mais pourquoi est-ce que c'est trop con? Est-ce qu'il n'y a pas genre 10% de ça qui pourrait aller à des causes? Ouais. Et en fait, c'est un levier de malade le jeu. Moi, j'ai vachement joué sur mobile. Je suis un peu un casual gamer. Je suis pas un gros gamer, par exemple, sur PC du tout.
le temps passé sur des jeux mobiles par la force du fun, en fait, de la passion, de s'amuser. Enfin, le jeu, tu peux vraiment, enfin, tu vois, sur des leviers d'éducation, de coopération, c'est un truc de malade à quel point tu peux facilement mobiliser des énergies des communautés. Et en fait, c'est ça qui a été vraiment le feu de cette ambition. Et après, l'ambition, elle a été nourrie par, enfin, c'est vraiment du learning by doing, quoi. C'est se dire, OK, au début, on avait l'idée, elle est arrivée, enfin, c'est aussi un peu la sérendipité, un mot que j'aime beaucoup, qui est pas beaucoup utilisé, mais parce qu'une fois sur deux, quand j'utilise, on me dit de quoi tu me parles, ou c'est quoi ce mot. Donc le fait de pas, enfin de, en gros, faire confiance un peu au hasard pour provoquer la chance. La sérendipité, c'est par exemple quand tu vas à un truc, tu sais pas ce qui va s'y passer, mais il y a des chances qu'il y ait une opportunité qui se présente parce qu'il y aura telle rencontre, parce qu'il y aura telle personne qui connaît telle personne, ou enfin ce genre de choses, quoi. Et finalement, bah, c'est en avançant qu'on avance déjà, et c'est en avançant qu'on rencontre énormément de monde, et que, euh, et que ça se construit, quoi. Globalement, évidemment, si j'avais pas rencontré mon CTO Philippe, on serait pas sur du cloud mobile gaming. Et après, si j'avais pas fait ce premier schmilblick, je n'aurais jamais été finalement aussi investi dans le jeu mobile, et je n'aurais jamais de surcroît rencontré Philippe. Donc, en gros, on a commencé par une passion, une vision d'un petit jeu, en effet, où on se dit, putain, mais en fait, pourquoi un jeu comme ça n'existe pas? Ça devrait exister. On n'a pas eu du tout les bons, enfin, on n'a pas du tout, on n'était pas du tout, je pense, équipé pour en faire un succès mondial et un truc dont on aurait pu vraiment vivre à long terme. Mmh. Donc, en effet, c'était pas très ambitieux du tout de ce point de vue-là. Et d'un point de vue techno, c'était pas du tout ambitieux, c'était juste une innovation de business model. Enfin, c'était très simple. Et c'est Après, ça qui l'ambition, c'est, tu as le droit d'être ambitieux à partir du moment où un jeu comme Candy Crush fait des dizaines de millions mensuels. Tu as le droit d'être ambitieux et de dire, bah, moi aussi, je vais créer des jeux ouais, qui bien font sûr. autant d'argent, tu vois. Et c'est juste après, bon, effectivement, une question de moyens pour accomplir cette ambition. Mais tu vois, moi, je suis sûr qu'au début, tu étais vachement ambitieux quand même. Enfin, tu vois, quand tu as créé ce Bien sûr. jeu-là. Bien sûr, nous, enfin, le but, c'était que le jeu, il ait 2 millions de téléchargements en France, si ce n'est plus. Et ensuite, et c'est pour ça d'ailleurs que pour nous, c'était important d'avoir la licence publique. On se dit, ça va aider à avoir enfin, ça donne corps à notre idée par en fait l'histoire du mot, la patte, enfin, le concept de la devinette et la patte que Coluche avait apporté au nom. Enfin, ouais, le problème, c'est qu'il y avait un petit problème de cible aussi parce que le public, ça n'est rien au moins de 20 ans, en gros. Et c'est un gros réservoir de croissance sur le jeu mobile. Mais après, ce qui est aussi dingue, c'est que je pense qu'il y a des choses, enfin, il y a des, il y a des, il y a des choses que tu peux pas prévoir, et c'est ça qui est aussi excitant et cool dans l'entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire que je serais curieux de savoir où pensaient aller les mecs de Vodou quand ils ont commencé à faire des jeux, tu vois. Est-ce que Ouais. tu leur est-ce qu'ils auraient signé sur le fait, est-ce qu'ils auraient parié sur le fait que 2 ans après, ils auraient levé 250 millions avec Goldman? Je sais pas, tu vois. Mais en effet, tu es sur un marché en fait, qui touche pratiquement 2 milliards de personnes. Tu as des canaux qui sont aujourd'hui hyper concentrés. Donc, et une fois que tu connais bien la mécanique, eux, ils ont été extrêmement bons pour comprendre ça. Pour le coup, et les jeux, ils sont hyper simples à développer. En soi, les jeux, ils sont développés en 3 jours. Enfin, les premiers MVP des jeux, les concepts des jeux, c'est rien de révolutionnaire. C'est juste qu'ils sont incroyablement, on va dire, sharp sur les métriques, sur Mmh. l'acquisition, sur le tracking, sur énormément de choses, et sur comprendre en fait ce qui va attraper ton œil et faire que tu vas y passer du temps, quoi. Ouais. Donc non, l'ambition, je pense qu'elle a changé de forme aussi. C'est-à-dire elle s'est nourrie à mesure qu'on avançait. Au début, mon ambition, elle n'était pas technologique déjà. Elle était vraiment purement sur un, un nouveau modèle pour le jeu mobile avec une teinte solidaire. Et ça, c'était vraiment hyper ambitieux en termes de modèle. Je me souviens que les premiers pitchs, je me souviens, le pitch de fermeture du Schoolab, j'étais méga ambitieux sur le fait que c'est pas, enfin, il faut que ça change, il faut qu'on crée un truc qui soit différent, et on peut le faire, on a les moyens pour le faire, et on va y arriver. Maintenant, mon ambition, elle est beaucoup plus technologique, beaucoup plus internationale. On est sur un marché beaucoup plus important, et, euh, et aussi, enfin, c'est vrai qu'être sur une innovation techno qui est en fait une première. Là, quand je fais des salons et que je fais des démos sur mon téléphone à des éditeurs de jeux, quand tu as le waouh effect de mecs qui disent putain, c'est ouf, et qui se disent, mais, et qui, tu vois que ça ouvre énormément de portes dans leur tête en mode, ah putain, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. C'est sûr que ça te porte à un autre genre d'ambition, et Mmh. ce qui est hyper énergisant, quoi. Parce que tu te Ouais. dis, putain, tu peux avoir un impact, en fait, beaucoup plus fort. Ok. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Et, euh, et ouais, du coup, et après, pour ta deuxième, enfin, pour l'expérience de Care Game, quand tu passes un peu de schmilblick et que tu es en train de chercher un peu pour Care Game, Ouais. tu as levé un peu d'argent. Comment est-ce que cette première expérience, elle t'a servi?
Euh, bah, ouais, donc on a levé 800 000 euros avec des business angels au bout après avoir pendant 6 mois bossé sur le produit, en gros. Et ça nous a À permis 3, hein, du coup, avec ton. 4 à 4 avec du coup 3 cofondateurs et le développeur Pierre que tu avais connu au Schmilblick. Ok. Et qui a toujours pas voulu être associé. Ah Ça, ouais, c'est ouf. Franchement, ça, c'est un learning de fou. C'est que tu as rencontré Pierre qui a développé avec toi et il a monté 2 projets et il a jamais voulu être associé. Alors que tu l'as proposé même. Et enfin là, il est en BSPCE, quoi, dans la boîte. Ouais. Mais c'est vrai qu'au tout début, de son parcours, de sa personnalité, de ses besoins, et quand on l'a pris, finalement, quand on l'a rencontré, il était encore à Epitech, il a commencé en faisant un stage avec nous, son stage de fin d'études. Et après, quand il était sur le marché, nous, on voulait continuer avec lui, etc. Et c'est vrai que, en fait, on se voyait pas mal lui filer pas mal d'equity en disant, bon, vas-y, on n'avait pas de trésor à ce moment-là, donc c'était hyper chaud. Et lui, en fait, ça lui allait pas du tout. Donc, enfin, en fait, parce qu'il avait beaucoup plus une personnalité de développeur, on va dire, ouais, salarié, quoi. C'est pas un entrepreneur dans l'âme. Pierre, même si c'est quelqu'un qui a des qualités justement de développeur génial, et c'est pour ça qu'il est encore là et là, enfin, c'est top parce que du coup, il a grandi aussi avec nous, avec le projet. Mais c'est vrai qu'il cherchait plus un poste avec un peu de sécurité. Et ça nous fait en fait d'ailleurs enfin, une complémentarité géniale en fait sur ça. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier par rapport à d'autres stories. Et c'est pour ça qu'il est pas autant. Enfin, sur Cargame, par exemple, vraiment, il est cofondateur historique, mais pas représenté à hauteur, par exemple, de Philippe qui nous a rejoint au Capital, quoi. Ok. Ouais, ouais, je vois. Ouais. Et toi, tu l'as recruté en stage, c'est ça? Bah, au début, il avait fait un stage et ensuite, et là, c'est là où on a parié sur lui, quoi. On s'est dit, quand je dis on, du coup, c'était donc le deuxième fondateur historique avec le Schmilblick, qui est toujours dans la boîte et qui est cofondateur, qui nous aide vachement sur la partie fundraising, stratégie commerciale, etc., mais qui n'est pas 100% opérationnel. Du coup, tu l'as peut-être même pas vu au School Lab, mais il était J'ai déjà jamais vu, ouais. sur le. Pour moi, c'est toi tout seul. Euh, Public, c'est Bertrand Frey, qui est du coup, qui a eu surtout, donc qui a aussi une cinquantaine d'années, qui a beaucoup bossé dans le marketing et ouais, marketing digital. Et qui est comme ça, qui en fait vraiment, dès le début, en fait, c'est grâce à lui aussi que j'ai pu rencontrer les ayants droit du Schmilblick. C'est avec lui qu'on a créé au tout début de l'histoire. Et donc c'est avec lui qu'on s'est dit, Pierre, premier développeur, on va parier sur l'avenir, il est hyper bon, on croit en lui, en plus après 6 mois, on sentait qu'on bossait bien ensemble. Mais en effet, on avait réalisé que il serait pas, il serait mieux comme en fait premier salarié de la boîte, même si c'est très risk taker à un moment où en fait on ne sait pas encore où on va. Je me dis qu'on ne sait pas du tout s'il va atteindre ses objectifs, donc c'est un peu fou. Euh, et en même temps c'est la confiance dans le fait que en fait on arrivera à aller loin avec lui et que on le voyait mieux dans ce rôle-là que dans un rôle de CTO cofondateur qui serait à je sais pas 20-30% d'equity ou plus et après lui il avait besoin de se payer donc Ouais, ok, ouais. Mais ouais, non, mais ça montre que des fois, il faut pas forcer à vouloir mettre les associés fondateurs en tant que. Enfin, mettre les premiers développeurs en tant qu'associés fondateurs. Des fois, ils ont juste pas envie. Et puis, c'est même. ça Des dépend fois, c'est vraiment pas dans leur personnalité, tu vois. Et c'est des gens qui veulent juste sécuriser. Et ça peut se comprendre, hein. Il y a beaucoup de développeurs qui sont hyper rationnels. Et quand ils font la part de risque entre prendre des parts de la boîte et avoir un salaire, en fait, pour quelqu'un qui monte sa première boîte comme toi à l'époque, le risque, il est vachement disproportionné. clairement. Donc pour quelqu'un de rationnel, c'est. Si par exemple, je sais pas, du coup c'est complètement de, de l'imagination pure, mais tu vois, si on n'avait pas rencontré Philippe, qui est du coup fondateur avec qui on a vraiment accéléré sur le cloud gaming, qui on a trouvé finalement le bon fit de pivot alors qu'on testait plein d'idées avec Pierre, ça se trouve, imaginons Pierre, il était associé et on lui payait pas de salaire. En fait, si Mm. on n'avait pas trouvé d'autres portes d'autres potentiels, d'autres opportunités ou d'autres vraiment use cases qui soient pertinents, qui répondent à une pain, qui soient faisables et où il y avait un potentiel et où on a réussi à lever des fonds grâce à ça, bah, en fait, on sera reparti la queue entre les jambes et lui encore Ouais. plus. Ouais, ouais. Ok. Moi, j'avais une autre question. D'ailleurs, on peut demander aux auditeurs qui sont là s'ils veulent poser des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat, hein.
on vous donne le micro et puis vous pouvez les poser. Si vous êtes timide, vous pouvez aussi les poser par écrit. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Moi, j'ai une question, tu vois, c'était en gros, il y a 3 ans, du coup, tu fais un crowdfunding où en gros, tu es plus en mode, bah, écoute, je vais essayer de prendre 10 euros à tous mes potes et tu as démarré un peu comme ça, tu as créé ta communauté et tout. Aujourd'hui, tu te retrouves à parler, je pense, en direct avec les plus grands noms du gaming, enfin du mobile gaming, pardon, un peu partout dans le monde, tu vois. Donc, tu as changé de posture, tu as changé vraiment d'étage, tu vois. Comment est-ce que tu as fait pour progresser et justement te mettre à niveau de ces gens-là euh, Je pense que le premier truc, c'est d'être expert de ton marché, quoi. C'est le premier truc, quoi. Je veux dire, si t'es pour pouvoir parler à d'autres experts du marché, en fait, tu as besoin de parler déjà le même langage. Mais du coup, c'est juste du temps passé à comprendre. Enfin, on l'avait déjà passé sur le public en avançant, quoi. C'est-à-dire que quand tu fais un jeu mobile, tu veux le ouais. faire performant, tu es obligé de comprendre tous les métriques, tous les acronymes qui vont avec, etc. Donc, déjà, en fait, c'est l'apprentissage par l'expérience. Après, l'apprentissage par rester en fait hyper ouvert sur les technos. Je me souviens que pendant le pivot, on a un truc qui nous a été vachement nourrissant pour explorer des use cases différents. Et ça a été aussi de mettre le nez à fond dans la blockchain, par exemple, où j'étais vraiment, je suis allé à des confs, et, et parce qu'on pense que il y a un potentiel autour de la décentralisation qui est important. Mais en gros, ça, c'est être expert, pas avoir peur déjà, pas être timide. Ça, c'est un truc qui est hyper important. Et je pense à tout entrepreneur, un minimum d'extraversion et de volonté de sociabiliser, de rencontrer les gens. Tu arrives à un apéro ou à un event, faut aller voir les gens, il faut avoir de l'audace. Il y a un côté un peu inné, mais ça se construit aussi. Enfin, c'est aussi des coups de poing dans le bide en disant putain, vas-y là, gros, là tu shootes ce mail si tu as un contact où tu vas voir ce mec ou cette fille et il faut pas avoir peur, quoi. Ouais. Et, et après, je pense que, ouais, non, pour se mettre, enfin, c'est pas non plus des ovnis, c'est-à-dire que, ok, enfin, ça reste des gens qui sont curieux d'innovation, curieux de ce qu'ont des nouvelles choses qui se créent aussi. Si tu arrives avec un truc qui est pertinent pour lui, euh, quel que soit le niveau de son compte en banque, son expertise sur le sujet, si tu as un truc qui est pertinent, qui lui apporte quelque chose qu'il ne connaissait pas et quoi, a priori, il va t'écouter. Si tu arrives Ouais. pour réussir à lui choper un peu de temps. Et ça après, finalement, c'est du carnet d'adresse qui n'est pas forcément facile à se constituer, qui demande vachement de temps, qui rebondit vachement, qui s'accélère un petit peu à mesure que tu avances dans le secteur. Je me souviens qu'il y a un des trucs, enfin, un exemple là-dessus, et c'est là où il faut aussi aller chercher la chance, la provoquer, etc. Et ça, tu peux le faire que en fait en développant ton activité, en n'oubliant pas de parler de ce que tu fais aussi. Parfois, ça prend du temps fou et tu te dis, putain, je suis en train de faire un truc. Et nous, c'est quelque chose, par exemple, où là, nous, on l'a pas fait beaucoup pendant un an parce qu'on était en période de dev, de R&D, etc. Là, on va redémarrer vachement plus. Là, aujourd'hui, notre site, c'est une landing page où il y a presque rien. Désolé pour les auditeurs qui vont checker cargame.com. On dit vraiment des grandes généralités sur ce qu'on fait. Là, on va bientôt avoir une nouvelle version, justement. Euh, c'est provoquer je vais donner un exemple très concret pour que ce soit un peu plus parlant. C'est en étant à Station F au programme Ubisoft, là où on est allé un peu après le School Lab, justement. Après notre levée de fonds, on est arrivé là. Super écosystème pour rencontrer justement des gens. Et il y a une conférence du fondateur de Supercell à Station F. Et là, comme il y a plein d'intervenants qui viennent faire des Ask Me Anything, et il y a vraiment Mm. des gens parfois internationaux de dingue qui viennent là. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'il y a un lieu comme ça qui accueille de plus en plus de gens à Paris. Et ça, c'est chouette. Mais surtout, et ça, tu peux pas le savoir si tu n'es pas dedans, on va dire, mais après cette conférence, ils ont proposé à 3 startups de déjeuner avec lui. Et j'ai reçu le mail la veille. Et j'avais vu qu'il y avait la conf. Je serais allé, j'aurais sans doute posé une question à la fin, mais j'aurais pas eu 25 minutes avec lui si l'écosystème, enfin voilà, il te lance des perches, à toi de les saisir. Nous, on l'a carrément saisi parce que du jour au lendemain, on a mis Clash of Clans sur notre techno et je lui ai fait une démo en live qui était OK. Mais lui, il était là. Il était même pas, enfin, il était même pas au courant que c'était possible vraiment de réaliser comme ça. Et après, voilà, il m'a invité à un cocktail Supercell pendant la GDC, la Gamer Developer Conference, qui est un peu l'événement annuel à ne pas louper sur les innovations techno en gaming. Et là, j'ai rencontré encore d'autres gens. Et c'est comme ça qu'après, mais ça prend un temps fou, quoi. Et ça s'invente pas en 2 jours, c'est clair.
C'est pour ça que quand tu arrives à recruter des gens qui ont déjà du réseau ou quand tu construis un truc, ça a une valeur de dingo. Bah, attends, je remets mon micro parce que j'ai un petit invité derrière. Mais en tout cas, ouais, c'est hyper intéressant tu vois, ce que tu racontes et sur la façon dont tu as saisi les opportunités. Et je pense que tu auras des dizaines d'autres anecdotes à nous raconter. Mais il y avait un truc aussi qui m'avait beaucoup marqué chez toi, c'était ta levée de fonds. Et Ouais, je sais que tu as le réflexe de beaucoup d'entrepreneurs, c'est d'aller faire plein de rendez-vous, d'aller pitcher, d'aller rencontrer des business angels. Et il me semble que toi, tu as fait un truc complètement différent, c'est que tu as organisé un event, ton propre pitch, où tu as invité plein de business angels et de gens du mobile gaming dans la même salle, et qu'à la fin, tu leur as dit, voilà ma techno, et puis je cherche de l'argent, est-ce que ça vous dit? ouais, Et tu avais réussi en fait à hyper bien rationaliser ton temps ouais, bah, et à faire un c'est espèce de momentum autour de toi, tu vois. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ça et le conseil qu'on peut en tirer pour les entrepreneurs qui sont ouais, là avec nous? avec plaisir. Alors, je pense que c'est pas possible de faire ça sur n'importe quel business. Je pense qu'il faut que tu aies un minimum de wow effect technologique pour que ça se passe, quoi. Ouais, Euh, ou produit, quoi. Ça peut être ouais, des ouais, fringues, produit, tout ça. Mais- l'idée, elle vient encore une fois pas de moi, mais de gens qui m'inspirent pas mal. D'une part, l'idée, elle m'avait été d'abord soufflée par mon cofondateur Bertrand Frey, qui m'aide vachement sur la partie stratégie commerciale et fundraising, où lui, il a aussi pas mal d'expérience. Et en fait, je me suis aussi reconnu dans l'idée dans un témoignage que j'avais eu du fondateur de Devialet, qui avait fait ça à un moment où ils étaient vraiment en galère de, de thunes, ils étaient encore en R&D, etc. Et cetera. Et alors lui, je vous raconte ça parce que c'est quand même assez mythique. Ils ont fait une démo dans un lieu, je crois que c'était un lieu incroyable, genre une église où il y avait eu un concert des Stones ou je sais plus si c'était les Stones ou quoi, mais en gros c'était un lieu symbolique en termes de musique, de malade. Il y avait eu un concert une année génial de ça. Et en gros, ils ont invité des, bon après ils avaient un réseau de dingue, hein, mais ils ont invité des passionnés de musique, de techno et qui avaient un peu de pognon à investir. Et à la fin, ils ont mis une tirelire et tu mettais un chèque, en gros, enfin, plus ou moins, on m'avait dit, OK, je veux bien investir 20 000 balles, 50 000 balles. Bon, il n'y avait pas autant de gens à Incroyable. inviter à une soirée comme ça, mais vraiment, eux, ils ont mis du son, du champagne et ils se sont dit, après, c'est aussi, ils sont nourris par l'ambition, on veut créer le meilleur son qui existe au monde et on va y arriver, tu vois. Ouais. Euh, ce qu'ils ont quand même plutôt bien fait. Nous, sans avoir autant de champagne ou d'effets de concert sur une enceinte. En effet, on s'est dit pour économiser du temps, parce que des rendez-vous, en fait, ça te prend du temps. Pour créer un peu un moment de sentiment un peu d'exclusivité, on est en train d'assister au pitch d'un truc qui a un énorme potentiel hyper tôt et on a été invité, c'est cool et on va pouvoir poser des questions. Et d'ailleurs, ça c'était un truc hyper positif, c'était que du coup, au lieu de se taper les questions une par une de chaque business angel que tu verrais individuellement, tu as les questions en même temps. Du coup, tu gagnes beaucoup de temps sur les questions-réponses, elles s'enrichissent aussi. Quand tu as des business angels ils peuvent aussi s'auto-convaincre entre eux, c'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est convaincu, tu as beaucoup plus facilité à le suivre que de te convaincre tout seul, je Mm. pense. D'un point de vue juste, enfin, c'est pas forcément la meilleure manière. Enfin, je veux dire, les très bons investisseurs, justement, ils sont hyper aussi indépendants, mais quand tu as des experts qui sont là et qui te disent, ah ouais, bah ça c'est pertinent, mais faites gaffe à ça, ça augmentait vachement la qualité des questions, quoi, au global. Ouais, exactement, ouais. Ok. Donc ça, c'était exigeant. C'était pas facile, hein, parce que du coup, en fait, on a organisé 4 meet-up comme ça, Ok. euh, où il y avait une douzaine de personnes à chaque meet-up, quoi. Ok. Et, Donc, et après, la majorité des investisseurs qu'on a eu, c'était pas d'ailleurs, on a beaucoup plus d'investisseurs qui étaient finalement pas dans ces salles-là. Par exemple, enfin, je veux dire, je pense qu'on avait, c'était un peu loin, j'ai pas forcément la liste en tête de tous ceux qu'on avait invités, du coup, une quarantaine de personnes. Mais surtout, c'était quand tu invitais quelqu'un à ce meet-up-là et que lui, il était motivé pour investir, derrière, il pouvait faire venir deux ou trois personnes qui n'avaient pas été invitées, tu vois. ouais. On Ok. les connaissait pas ou parce il avait pas pu les inviter. Donc, non, c'était du taf, c'était stressant parce qu'il fallait remplir aussi. On disait, attends, on essaie d'avoir une salle de 10 personnes. Si on est que 3, c'est quand même con, quoi. Puis, on n'avait pas trop de no-show, on était assez contents, il y en avait forcément un ou deux. Et ça permettait ouais, de se mettre aussi la pression sur le pitch, où on faisait la démo. Alors, c'était aussi pratique parce qu'on avait l'équipe entière, on était 4 à ce moment-là, hein. Le CTO qui fait la démo, moi qui m'occupe de toute la partie analyse marché, slide, présentation, Mm. etc.
Et ça m'était, ouais, non, ça a été, franchement, c'était une bonne façon de faire, je pense. Enfin, ça nous a souri. Ok. Euh, Encore une fois, typiquement, je n'ai pas de contre-exemple en tête qui me vient là, mais je pense que c'est plus ou moins adapté selon le type de produit que tu vends, le type de boîte. Et après, ce qui est très important, c'est de bien cibler les gens que tu fais venir, quoi. Ouais. Euh, Toi, j'imagine que c'était NPick chacun, t'as pas fait de mass mailing, tu as juste vraiment choisi les personnalités que tu voulais inviter et tu les as fait venir, quoi. c'est ça. Alors, il y en a qu'on n'arrivait pas à faire venir. Ouais, Forcément, j'ai cherché des gens du gaming qu'on ne connaissait pas forcément, mais en disant, mais en fait, ça va t'intéresser de venir. Et les gens sont curieux, hein. Ils sont là, putain, mais c'est cool, c'est quoi ce truc et tout. Euh, et après, il y avait aussi pas mal de gens qu'on a fait venir aussi qui sont un peu du réseau étendu. C'est-à-dire, par exemple, Bertrand Frey qui a déjà monté plusieurs boîtes, il y a des gens qui l'ont suivi et qui disent, OK, il a réussi, il a déjà vendu une boîte, il avance, hmm, il est sur il est sur un bon filon, on veut le voir, même si on n'est pas, il y avait certains qui n'étaient pas du tout experts du gaming, mais qui ouais, croient vraiment dans l'équipe, dans le marché, dans la techno, qui sont venus assez tôt. Au début, on n'avait pas, sur les 12 premiers business angels, finalement, nous, on n'avait que 2 qui venaient vraiment du gaming, quoi. ouais. Ok, d'accord, ouais, je vois. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant, à la fois la démarche, tu vois, d'amener les investisseurs à toi et d'essayer de créer un espèce de momentum par rapport à ça. Et en plus de créer une espèce de groupe d'influence. Moi, tu vois, j'ai un souvenir aussi avec Abrico où c'était pareil, un pitch de groupe, tu vois, devant un club de business angel. Et il s'avère que bah, le pitch d'Abrico était ultra féministe. Il y avait une femme dans la salle. Et en fait, elle nous a défendus devant 50 personnes. Et en fait, bah, c'est comme ça que tu chopes 5 investisseurs d'un coup parce que en fait, il y a une personne que tu as convaincue et qui va convaincre les autres. Donc, il y a un effet hyper intéressant, je trouve à faire. Et c'est vrai que les vrais clubs de business angel, du coup, où tu vas pitcher un peu comme ça, il y a il y a une certaine plus-value aussi qui est intéressante, quoi. Donc ouais, cool. Bah, je voulais vraiment avoir ton retour là-dessus parce que j'imagine que c'était pas mal de taf et en tout cas, je trouvais que le coup était bien joué. Et puis en plus, comme tu l'as dit, il y a plein de business angels qui sont curieux en fait, tout simplement, et qui veulent juste se tenir un petit peu informés. Et là, j'avais peut-être une dernière question et puis après peut-être si jamais il n'y a pas d'autres questions pour l'instant le chat, mais moi en tout cas j'ai une dernière, enfin j'ai une question qui me vient en tête, c'est que là aujourd'hui tu es tout seul avec la majeure partie de ton équipe. Alors peut-être que tu pourras nous refaire un récap, mais tu es le seul non tech dans une grosse équipe très design, très tech, on va dire. Dis-moi si je me trompe, Ouais, mais pour l'équipe, c'est pas tout à fait vrai. En gros, on est 10. Donc, il y a 5 devs plus notre CTO. Après, on a un part-time CFO qui m'a vachement déchargé sur la partie compta, finance, mais qui est arrivé il y a pas très longtemps. Et ok, après, on a ça est arrivé récemment dans l'équipe, marketing manager, qui est du ok, coup ouais. graphiste pour le coup, oui. Après, moi, je m'occupe encore en effet on n'a pas encore de sales, on n'a pas encore de product, on n'a pas encore, enfin, il y a énormément de choses. Ouais. Ouais, bon, du coup, enfin, on sent que tu es, pas mal encore dans une phase de développement, mais ma première question, bah, enfin, elle est un petit peu liée par rapport à ça, mais enfin, la question, c'est quoi le rôle de CEO dans une boîte tech? Euh, Moi, je me souviens, bah, tu faisais sur ta première application, tu faisais tout. Donc, tu avais un dev qui faisait que du code et toi, tu faisais tout le reste à côté. Puis, bah, après, l'équipe, elle grandit et tout. Et du coup, quelle est un peu l'évolution? Et quand tu regardes en arrière, tu te disais, enfin, quelles étaient les choses sur lesquelles tu as dû monter en compétences, quelles étaient les tâches que tu faisais le plus régulièrement et c'était quoi ton rôle en fait finalement et comment est-ce qu'il a évolué? Bah, en effet, le rôle en effet, dans une boîte hyper tech, il reste assez large parce en effet, il y a beaucoup d'autres sujets que la tech, même si un de nos plus gros assets, c'est notre techno, il y a beaucoup de choses à faire autour. Mes priorités, finalement, c'est de faire le lien entre cette tech et le reste, quoi. Bon, je te passe toute la logistique, toute la ligne, etc. Qu'il faut essayer de déléguer le plus possible aussi pour se mettre du temps sur un truc à plus de valeur ajoutée. Moi, je pense que si je devais, ouais, les trois sujets qui m'occupent le plus en tant que CEO et où je suis le plus attendu, euh, c'est encore aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore d'équipe sales, parce qu'on est encore à un stade un peu en amont de phase, enfin encore en feed là-dessus. C'est vraiment le besoin marché, quoi. Donc les éditeurs, les clients,
et bien comprendre les pains, enfin les problèmes et y répondre. Donc voilà, le besoin de marché. Et après tout ce qui est d'analyse, de benchmark, etc. C'est encore pas moi qui envoie des sondes, qui a des contacts, qui me renvoie des trucs, faire un peu de veille. Donc, voilà, tout ce qui est autour du marché. Après, tu as toute la partie qui insuffle l'énergie, à la fois en interne, mais aussi en externe, d'incarner la vision, d'aller à des événements, d'être en représentation aussi, enfin d'expliquer la boîte, d'être en contact avec les journalistes, d'écrire, de publier. Ça, c'est aussi clairement une de mes prios. Et la dernière, qui est un peu last, mais carrément de notre liste, c'est le funding, quoi. Aujourd'hui, la boîte, si les devs peuvent bosser, c'est parce que mon obsession, c'est la trésor, faire en sorte qu'on ait la bonne largeur et qu'on priorise bien nos efforts et qu'on est censé mettre l'huile dans le moteur, on va dire, de ce point de vue, enfin, même le fuel, quoi, carrément, parce que c'est ce dont on a besoin pour créer des grosses technos, c'est pour faire de la R&D, il faut que tu ailles chercher, il faut que tu aies quoi payer des super développeurs, même si aujourd'hui on ne se paye pas vraiment très bien, mais si tu veux avoir des bons devs, faut quand même être compétitif et rémunérer le travail à sa juste valeur. Et après, en dehors du funding investisseur, c'est la partie. Enfin, voilà, je t'ai pitché au CNC devant 20 personnes pour choper une subvention de 75 000 euros. On l'a eu. C'est génial. Mais c'est le sacré prêt à faire, le deck, et puis après, tu as 15 CNC, donc c'est une subvention spécifique jeux vidéo. Voilà, faut convaincre. Donc voilà, le fundraising, je dirais que ça reste quand même enfin, voilà, c'est ma responsabilité unique s'il devait y en avoir qu'une. En Ok. fait, la viabilité, je vais dire la sustainability, tellement je suis baigné dans le franglais de la Startup Nation, mais voilà, le fait qu'on soit bien, on soit durable et que personne n'ait à s'inquiéter le minimum possible de la trésorerie de la boîte. C'est genre, on bosse, on sait ce qu'on fait, on a notre roadmap, et ça, c'est Ben et les co-founders qui gèrent. Mm. Et après, voilà, la dernière partie où je passe beaucoup de temps, c'est l'arbitrage avec le CTO, de discuter de notre roadmap, de voir des opportunités qui viennent parce que notre techno, elle ouvre plein de portes, savoir faire le tri entre, OK, il y a pas tel acteur qui aimerait bien faire explorer telle piste, il y a tel voilà, arbitrer, quoi. Mais ça, ça se fait, ça, c'est vraiment purement de la enfin, c'est en équipe, quoi, de la coopération. Ok. Et comment est-ce que tu gères un peu la pression du coup dans une boîte qui fait pas encore de revenus, dans lequel tu as une masse salariale qui est pas négligeable quand même, tu vois, et tu as une Ah, responsabilité vis-à-vis de tes employés quand même, c'est de les rémunérer à la fin. ouais. Ça t'a pas rajouté une énorme dose de pression, ça, et comment est-ce que tu la gères un peu? Bah, forcément, c'est une forme de pression, c'est une forme de responsabilité supplémentaire qui est hyper partagée. En fait, quand les gens arrivent chez Cargame, ils savent qu'ils participent à une aventure hyper entrepreneuriale qui a haut potentiel mais à haut risque. Nous, après, la règle dans l'équipe, c'est qu'évidemment, du coup, en fait, on parle pas enfin, aux employés, aux salariés, à nos développeurs, on leur parle pas de trésor tant qu'on a 3 mois ou plus de visibilité. Après, c'est vrai que c'est forcément stressant. Il y a des moments je ne me cache pas qu'il y a des moments c'est stressant. Et c'est pour ça que là, on est content de pouvoir accélérer sur notre roadmap et de voir la ligne chiffre d'affaires qui va pouvoir commencer à se remplir sur notre Excel d'ici la fin d'année. A priori, ça devrait être bon. Et enfin, un peu Félicitations. ça va pas le burn, on va pas le remplir direct dès le premier mois de launch parce on veut y aller aussi progressivement. Mais, euh, mais globalement, là où c'est facile enfin facile, là où ça me pose pas de problème d'avoir cette pression supplémentaire, c'est que c'est un peu no pain, no gain, quoi. Je pense pas que tu puisses facilement créer une techno qui a un potentiel de disruption enfin, à grande échelle, sans prendre de risques, sans te mouiller la chemise, sans transpirer quand tu as des creux de trésor. Et que voilà, après, c'est sûr que c'est challengeant et, euh, mais c'est ça qui est excitant dans un sens, quoi. Ouais. C'est-à-dire, on y va et en tant qu'équipe, on va tout donner pour sortir ce beau bébé de l'eau, quoi. Ouais, ok, trop cool. Hyper intéressant. J'ai peut-être du coup une dernière question, mais c'est peut-être un peu. C'était quand le moment où tu t'es le plus éclaté? Tu vas sûrement dire maintenant, mais tu vois, quand je me rappelle du coup, enfin, moi je te connais, je vois que tu as beaucoup de charisme, tu as beaucoup de leadership avec une équipe et tout, donc là je trouve que ton rôle
il te correspond vachement bien parce que tu es vachement dans le visionnaire et le leadership et ça te va super bien. Quand on était tous les deux à School Lab, dans notre petit coin, qu'on n'était pas beaucoup à bosser, est-ce que. Euh, Hein? Je me souviens, je créais tous les contenus de jeu, toutes les questions du Schmilblick. Enfin, je n'étais pas tout seul, on avait aussi des contributeurs qui créaient des questions. Mais le tout Ouais. début, c'est vrai que je faisais beaucoup de mini-tâches. Ouais. Ouais, Ouais. et comment, tu vois, est-ce que c'était, tu t'épanouissais aussi à ce moment-là ou est-ce que tu te disais ça va servir à une vision plus tard et je le fais pour vraiment progresser, pour apprendre ou qu'est-ce qui. Globalement, si à un moment où vraiment durablement je m'éclatais plus, j'aurais arrêté si tu veux. Ouais. Donc j'ai l'impression de m'être d'une certaine manière éclaté à chaque moment du projet. Et je dis pas que tous les matins je me réveille, enfin tu vois, cette espèce d'image absurde de ok, tous les matins je suis super social, ça va très bien. Ça m'insupporte les gens comme ça, tu sais. Toujours des problèmes, tu vois. T'as toujours Il y des a trucs, toujours des trucs, quoi. mais globalement, en fait, ce qui fait que en fait, je me suis toujours éclaté depuis le début, je me dis que même si ça a pris des formes très différentes en termes d'ambition, de produits, de mes missions en fait, au quotidien, c'est encore une fois, je pense que c'est la passion, quoi. C'est l'ADN de notre projet Carry Game qui est de se dire on peut créer un truc qui fait sens, qui a un peu un côté enfin, nécessaire à nos yeux sur certains enjeux, que ce soit de la redistribution, de la décentralisation, une techno qui est plus, enfin, qui en termes d'efficience énergétique aussi est plus performante, etc. Mais en gros, c'est de se dire, on est en train de créer du neuf. Je pense que c'est aussi ça vachement, qui est un de mes vecteurs de motive et d'éclate. C'est de se dire, on fait un truc qui n'existe pas. Enfin, le public, même si c'était beaucoup moins ambitieux, c'était quand même quelque chose de nouveau où les Ah gens ouais, disaient, grave. ah ouais, Grave. j'avoue pourquoi ça n'existe pas encore, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui est un sacré vecteur d'éclate, on va dire, en tout cas d'excitation, quoi, vraiment. Ouais, c'est de faire quelque chose de nouveau, de découvrir, d'être le premier à défricher quelque chose et de te sentir un peu à la pointe du coup C'est vrai que d'un potentiel changement, quoi. c'est peut-être encore plus excitant aujourd'hui quand tu fais en effet entre faire un pitch sur le public et dire genre et que les gens disent ah ouais j'avoue ah c'est stylé et faire une démo au fondateur de Supercell qui fait genre ok il faut qu'on se revoie, c'est pas là j'avoue que c'est encore plus excitant aujourd'hui quoi, mais sur différemment. Ok, ok, ok. Bah écoute, merci beaucoup Benjamin. Si aux petits auditeurs qui sont là, vous êtes encore quelques-uns, si vous avez envie de poser une question, c'est le moment, parce qu'après sinon on va raccrocher et je vais laisser peut-être Benjamin à ses occupations. Est-ce que peut-être toi il y avait un dernier sujet que tu voulais aborder, peut-être par rapport à l'ambition, des tips, qu'est-ce que tu peux tu vois, si tu devais c'est toujours un peu tarte à la crème ce genre de question, mais si tu devais donner un seul conseil à un entrepreneur, toi, ça serait quoi ou un gros enseignement que tu as eu et que tu voudrais vraiment transmettre? Ouais, je pense que le plus important c'est vraiment un conseil que je donne souvent parce que j'essaie de me l'appliquer toujours plus, enfin j'en donnerai un peu deux, mais un c'est vraiment de bien s'entourer, quoi, de pas avoir peur de contacter un max de gens, de prendre des conseils, de tenir les gens au courant et surtout évidemment s'entourer avant tout en interne. Enfin, le recrutement, il n'y a rien de plus important. Ouais, Euh, c'est les bonnes personnes qui vont te faire avancer 2 fois plus vite et c'est vraiment hyper important. Donc dès le début, je pense bien penser à ça, penser à bien s'entourer, pas se mettre de limites. Enfin, je veux dire des cold email, pas passer sa journée à faire ça, mais au début, je pense que moi je l'ai pas fait beaucoup. Et pas se mettre de limites aussi dans sa tête en termes d'ambition, tu vois. Cette ambition qu'on a construite, qui est arrivée aussi d'elle-même, qui s'est auto-nourrie sur Care Game. C'est vrai que euh, je remonte le fil en 2016. J'y croyais peut-être pas. Donc voilà, avoir confiance un peu dans la sérendipité. C'est le premier que je donnerais, quoi, notamment autour des gens, parce que ça peut être un énorme accélérateur. Et le deuxième, parce que je pense qu'il faut toujours le faire plus et on le fait jamais assez, c'est vraiment être hyper proche du problème auquel tu réponds, quoi. C'est-à-dire être proche des utilisateurs, tester, itérer. Ça, je pense que c'est vraiment le truc qui est vital pour vraiment, enfin, rapidement, enfin, fail fast, quoi, globalement. Mais ouais, sur ouais. des petites boucles, quoi. Ça, c'est quand même méga important. Il y a quelques sujets qu'on a testé et c'est hyper important. Enfin, en fait, faire un truc qui foire,
c'est tellement riche d'apprentissage plus que Mmh. de, enfin, que de ne rien faire ou de déléguer à plus tard, de procrastiner le moment où tu lances. Ouais, Euh, Ça, c'est un peu. C'est d'ailleurs exactement le sujet du moment où on va vendre un premier produit et même s'il est pas encore fini, même s'il est que sur un certain use case, ça va être canon. Et en tout cas, OK, c'est une super étape pour avancer. trop cool. Bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite, pour les prochains mois? Vous pouvez me souhaiter. Ah, c'est une bonne question, ça, je ne m'attendais pas. Euh, je dirais. Je dirais les bons meetings à la GDC Digital début août. J'en ai quelques-uns qui vont tomber. Du coup, elle a été décalée et mise en méga digital. Et il y a des super éditeurs que je vais rencontrer. Donc, si vous pouvez me souhaiter qu'il y en ait un ou deux qui se concluent pour que vous puissiez jouer au meilleur jeu en novembre possible. OK, ça marche. Bon, bah, trop cool. Merci beaucoup, Ben, en tout cas. On peut te souhaiter, tu sais, moi, je vais t'offrir un nouveau poster, hein, parce que celui de derrière, il a l'air un peu sombre. Je sais pas ce que Le c'est, tu me raconteras. c'est un truc de cinéma qui date un peu, mais j'avoue que je suis même pas chez moi là. OK, moi, je croyais que J'ai c'était à pas la. tout vu, mais franchement, il y a un petit casque de vélo, c'est pas mal. Comme ça, joli. OK. OK, ça marche. Bon, bah, en tout cas, merci, merci infiniment pour ton temps. On va republier ça un peu, partout, sur YouTube, au format podcast aussi. Voilà, c'était un grand plaisir de te voir. J'espère qu'on se prendra une petite bière quand même cet été, sur Station F ou autre. Et puis, beh, d'ailleurs, je vois qu'il y a quelques entrepreneurs, parmi ceux qui sont toujours là, qui sont dans le programme Pépite. Donc, vous croisez peut-être Benjamin, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, bien sûr avec les gestes de distance et un coucou Wi-Fi, et lui dire que voilà, vous avez bien aimé le talk, ça fait hyper plaisir. Ben, écoute, merci à tous et merci à toi encore Benjamin, c'était hyper chouette. Merci Bart, merci tout le monde. Vas-y, ciao.